Bienvenue pour cette conférence de DFASM2, donc de néphro. Le premier dossier traite d'un myélome, comme vous l'avez compris. On va commencer directement avec la première question. Et comme toujours, vous l'avez vu plusieurs fois, mais on va le revoir encore une fois, la conduite à tenir devant une élévation de la créatinémie que je vous montre à côté de moi. Donc si vous avez une élévation de la créate supérieure à 110 micromoles par litre, il faut toujours, on l'a dit, on le redit, il faut que vous sortiez absolument de Conf Plus et en stage, il faut que ce soit un réflexe maintenant. Vous devez éliminer une complication vitale qui sont l'hyperkaliémie, l'OAP ou l'acidose métabolique pour l'insuffisance rénale aiguë. Je vous rappelle qu'ensuite, en deuxième intention, il faut savoir si votre insuffisance rénale est plutôt aiguë ou chronique. Si vous avez un bilan dans les 3 mois, c'est parfait. Sinon, vous avez quelques signes qui peuvent vous orienter, dont les plus fréquents sont retrouvés ici. En cas d'IRC, vous avez une anémie par un déficit de production de l'érythropoïétine, une hypocalcémie par un déficit d'hydroxylation de la vitamine D qui entraîne par la suite un défaut d'absorption du calcium au niveau digestif et des reins de petite taille. On l'a dit 20 fois, quand un muscle n'est pas utilisé, il diminue de taille. C'est le cas aussi pour les reins. Ici, il fallait se poser la question de son origine à cette insuffisance rénale. Est-ce qu'elle était fonctionnelle, donc due à un défaut d'apport de sang jusqu'aux reins? Est-ce qu'elle était organique, due à un défaut du parenchyme rénal en tant que tel, qui comprend glomérules, tubules, tissus interstitiels et les vaisseaux intrarénaux? Ou alors, elle pouvait être aussi post-rénale, obstructive, secondaire à une obstruction des voies excrétrices urinaires. Je vous rappelle le tableau qui est un des tableaux les plus importants en néphro qui permet de faire la différence entre une insuffisance rénale fonctionnelle et une insuffisance rénale organique. On ne va pas le détailler dans cette conf, mais c'est le cas dans une autre conf de DFASM2, donc vous pourrez le voir assez facilement. Ici, chez ce patient, on voit qu'il y a un rapport sodium sur potassium urinaire supérieur à 1. C'est-à-dire que son rein perd du potassium, donc il n'essaie pas d'en réabsorber. C'est donc pas une insuffisance rénale fonctionnelle. Quand c'est fonctionnel, le rein sent qu'il n'y a pas assez d'apport de sang. Il va tenter de réabsorber du sodium pour pomper de l'eau et il va se revasculariser lui-même en augmentant l'eau par l'intermédiaire du sodium. Ici, c'est pas le cas puisqu'on retrouve un Na sur K urinaire supérieur à 1 et un taux de sodium urinaire supérieur à 40 millimoles par litre. Ici, c'était 65, je crois. Donc, vous étiez dans des conditions qui faisaient fortement évoquer une IRA organique. D'autant plus que dans un myélome, même si on peut avoir une insuffisance rénale fonctionnelle, les dossiers classiques à l'IECN, c'est quand même des dossiers d'insuffisance rénale aiguë organique. Je vous rappelle que l'atteinte tubulaire dans le myélome est prépondérante. Ici, vous aviez une protéinurie qui était faible avec pas d'hématurie. Vous n'aviez aucun argument en faveur d'un syndrome glomérulaire. Vous n'aviez pas de leucocyturie pour une atteinte interstitielle. Donc l'atteinte était probablement une tubulopathie liée au myélome. Il fallait donc cocher la réponse C. Il s'agit d'une tubulopathie. Les éléments qui permettaient d'éliminer l'atteinte glomérulaire sont l'absence d'hypoalbuminémie notamment, de protéinurie à la bandelette. C'était des éléments importants. On passe maintenant à la question numéro 2. On vous demandait quels sont les signes cliniques plutôt qui orientent vers le trouble hydroélectrique du patient, hydroélectrolytique du patient. C'était l'hypercalcémie ici. Donc vous savez que la polyurie polydipsie, c'est un signe majeur d'hypercalcémie. Devant une polyurie polydipsie, vous devez penser au diabète insipide, à l'hypercalcémie en priorité. Ici, on était dans un myélome, forcément, il fallait y penser. Le deuxième signe, c'est la confusion qui est fréquente en cas d'hypercalcémie. Vous pouvez avoir des céphalées, mais c'est beaucoup plus rare, je ne l'ai donc pas compté comme typique ici. Les diarrhées, en tout cas, c'est pas du tout un signe d'hypercalcémie qui donne plutôt une constipation. On passe maintenant à la question numéro 3. On vous demandait d'interpréter les signes CG qui sont liés à une hypercalcémie. On l'a déjà vu d'autres fois, mais je vous le rappelle, on peut expliquer un peu de manière physiopathologique l'hypercalcémie à l'ECG. Je vous propose de regarder l'animation à côté de moi. Donc vous savez, ça c'est le cycle de la cellule myocardique avec une première phase qui va faire rentrer du sodium, puis une seconde phase qui va faire rentrer du calcium et une dernière phase qui va faire excréter du potassium. Si vous avez une hypercalcémie, vous allez avoir une entrée majeure de sodium de calcium, puisque c'est une hypercalcémie. Vous allez avoir une entrée majeure de calcium à ce niveau-là qui va favoriser le retour à la ligne isoélectrique. Vous allez donc avoir en premier lieu un raccourcissement majeur du QT. Il
faut bien comprendre que si vous raccourcissez le QT, vous allez avoir une tachycardie puisque la fréquence cardiaque sera diminuée puisque vous raccourcissez le QT de plusieurs enchaînements de complexes QRS. Dans un second temps, vous allez avoir le potassium qui va lutter contre l'entrée de calcium et qui aura du mal à sortir. Donc l'onde T, elle aura du mal à se faire et elle va être plutôt aplatie, alors que dans un ECG normal, bon, pas aussi grosse que celle que je viens de vous dessiner, mais en tout cas, elle serait un peu plus bombée. Dans un second cycle myocardique, puisqu'il y a du calcium plein la cellule myocardique, l'entrée de sodium va être diminuée et donc vous allez avoir un allongement du PR avec quelques troubles de la conduction, même si on considère que la calcémie est plutôt en lien avec un trouble du rythme. Donc au total, vous devez retenir qu'il y a un raccourcissement du QT, une onde T plate et un allongement du PR. C'est le fameux ta raquette plate perd son rythme. On passe maintenant à la question numéro 4. On vous demande quel traitement devez-vous mettre en place devant une hypercalcémie. Alors ça, il faut que vous le sachiez bien sûr par cœur. L'hypercalcémie, c'est le fameux RE-ABCDE. Donc vous avez le RE qui est le traitement majeur de l'hypercalcémie, la réhydratation en urgence massive pour essayer de, en donnant du sel à votre patient, vous allez faire diminuer le taux de calcium. Ensuite, vous avez le A qui est l'arrêt des médicaments hypercalcémiants. En B, vous avez les biphosphonates. En C, la calcitonine qui est un peu débattue ou les corticoïdes mais qui sont aussi débattus. En D, les diurétiques de Lens qui ont une action minime mais qui peuvent aider. Et en E, l'épuration extra-rénale qui est bien sûr le traitement final de tout trouble hydroélectrolytique puisque vous remplacez tout ce que vous voulez par le taux que vous voulez. Donc ici, il fallait bien évidemment la faire en urgence puisqu'il y a des signes ECG, c'est une hypercalcémie dite grave. Et vous avez une hyperhydratation intraveineuse par sérum salé qui doit être mise en place. On passe maintenant à la question numéro 5. Dans cette question numéro 5, on vous demandait d'interpréter une partie des examens biologiques qui ont été demandés. La PTH était indosable sans trouble de la vitamine D. C'est orienté vers l'hypercalcémie maligne du myélome qui fait baisser la PTH alors même que la vitamine D n'a pas de modification puisqu'il s'agit d'une lyse osseuse qui est à l'origine de l'hypercalcémie. Ensuite, on vous donnait ce profil électrophorétique qui s'affiche à côté de moi, qui montrait principalement un défaut dans les gamma-globulines. Ici, on pourrait penser qu'il y a un pic dans les bêta-globulines, mais ce n'est pas le cas en fait. C'est juste un tracé d'hypogamma-globulinémie classique. Ce qui est important à voir ici, c'est qu'il n'y a pas de pic monoclonal dans les gamma ou dans les bêta-globulines. Donc, probablement qu'il s'agit d'un myélome non sécrétant, un myélome ou d'un myélome à chaîne légère, qui sécrète des chaînes légères. Donc ici, elles ne sont pas visibles sur l'électrophorèse des protéines. Je vous disais qu'il n'y avait pas de trouble de l'albuminémie puisqu'elle était environ à 35 grammes par litre et pas de trouble des autres globulines. Ici, les réponses à cocher étaient donc la B, il existe une hypogamma-globulinémie mais il n'y a pas de pic dans les gamma-globulines. On passe maintenant à la question numéro 6. On vous confirme donc le diagnostic de myélome, de toute façon vous vous en doutiez depuis la première lecture. Quels examens demandez-vous pour la prise en charge? Donc il faut absolument une électrophorèse des protéines urinaires, ce qui vous permettra de faire la part de quelles protéines sont vraiment dans les urines parmi les 3 grammes ou les 2,5 grammes que vous aviez dans les urines. En effet, vous ne savez pas encore si c'est des protéines glomérulaires, a priori non puisque l'albumine est normale. Vous pensez que c'est des protéines tubulaires mais vous ne savez pas encore lesquelles et vous n'avez pas d'hypergamma-globulinémie, pas de pic. Donc vous ne savez pas si c'est vraiment un myélome qui sécrète des chaînes légères ou pas, alors que vous pourrez le faire. Vous pouvez doser dans le sang les chaînes légères. Bien sûr, il faut faire un myélogramme devant tout myélome. Pas de souci là-dessus. Et une immunofixation pour savoir quelles sont exactement les immunoglobulines qui sont impliquées dans ce myélome, que ce soit des chaînes lourdes ou des chaînes légères. Bien sûr, il ne faut pas faire de dosage de l'ACE et il ne faut pas faire de scintigraphie, je vous le rappelle, dans le myélome, puisque le myélome ne fixe pas à la scintille. Et il ne faut pas faire de scanner ou d'imagerie autre que le scanner injecté à part l'IRM, puisque vous avez un trop fort risque d'atteinte rénale due à la néphropathie au produit de contraste. On passe maintenant à la question numéro 7. Quel est votre diagnostic concernant l'atteinte rénale? Donc, je vous le rappelle, dans le myélome, il y a plusieurs atteintes rénales qui sont possibles. L'atteinte fonctionnelle, l'atteinte organique ou l'atteinte post-rénale, puisqu'il peut y avoir des micro-obstructions dues à l'hypercalcémie.
Dans les atteintes organiques, vous avez des atteintes glomérulaires qui sont principalement dues aux complications du myélome. Et vous avez des atteintes tubulaires qui sont la néphropathie à cylindre myélomateux, la principale. Les protéines vont se fixer dans le tube contourné distal, elles sont tellement nombreuses qu'elles s'accumulent, elles bloquent le tubule et le tubule meurt. Vous allez donc avoir une perte de l'efficacité de ce tubule et vous allez retrouver une protéinurie importante et une insuffisance rénale, puisque même si l'eau arrive à être excrétée, il n'y aura plus ces échanges qui se font dans le tubule. On passe maintenant à la question numéro 8. Quelles sont les propositions exactes concernant cette atteinte de la néphropathie à cylindre myélomateux? C'est la complication du myélome rénal, en tout cas la plus fréquente, et même c'est la complication du myélome la plus fréquente. Il s'agit d'une précipitation de chaîne légère dans le tube contourné distal, on vient de le dire. Ce n'est pas au niveau du tube contourné proximal, même si on va le voir, il y a des lésions possibles dans le myélome au niveau du tube contourné, proximal, pardon, pas du tout contourné. L'alcalinisation des protéines ne favorise pas la précipitation des chaînes légères, au contraire, c'est plutôt l'acidification qui la favorise. Donc vous pouvez proposer à votre patient de prendre des produits qui sont alcalinisants comme l'eau de Vichy, Vichy c'est très important, c'est en Auvergne, et la prise d'AINS ne protège bien sûr pas des effets toxiques, puisque là, en plus votre patient avait pris des AINS, c'est probablement un facteur déclenchant de l'insuffisance rénale aiguë ici. On passe maintenant à la question numéro 9. Vous diagnostiquez un syndrome de Fanconi. Quelle est l'atteinte dans le syndrome de Fanconi? C'est bien sûr une atteinte tubulaire proximale. On va voir un petit topo sur le syndrome de Fanconi dans la question suivante qui vous permettra de vous faire un rappel. On l'a déjà fait dans d'autres conférences, mais c'est bien de répéter les choses comme ça. Donc je vous propose un petit rappel sur le syndrome de Fanconi. Comme on l'a dit, donc ici ça représente un glomérule, vous avez l'habitude de mes schémas maintenant, un glomérule et un tube proximal et le sang qui est au contact de la chambre urinaire. Normalement, donc pas dans le Fanconi, en situation normale, vous avez une réabsorption du sodium, du potassium, du chlore et des bicarbonates notamment, et également du sucre au niveau du tube proximal. En cas de syndrome Fanconi, vous avez une atteinte tubulaire proximale, on ne va pas en dire plus, qui empêche l'entrée de tous ces ions à ce niveau-là. Donc vous allez retrouver des bicarbonates, du potassium, du chlore et du sucre dans les urines. C'est le syndrome de Fanconi, il est donc diagnostiqué par une glycosurie, une perte de bicarbonate d'origine rénale, une hyperkaliurie, une hyperchlorurie. Voilà pour le syndrome de Fanconi, donc quelques diapos seulement, il faut juste que vous sachiez l'essentiel pour l'ECN, il y a très rarement des questions dessus, je crois que c'est arrivé une fois dans les annales à l'époque de l'ancienne ECN, dans le nouvel IECN, il n'y en a pas eu en tout cas. On passe maintenant à la question numéro 10, on vous demandait quel est l'aspect gazométrique d'un syndrome de Fanconi. Comme je vous l'ai dit, au niveau tubulaire proximal, il y a une perte de bicarbonate, vous allez donc avoir une acidose métabolique par perte de bicarbonate. Dans la question 11, on vous demandait quel est le trou anionique qu'on retrouve en cas d'acidose métabolique secondaire à un syndrome de Fanconi. Si vous voulez ne pas vous prendre la tête, vous pouvez vous souvenir que toutes les causes rénales d'acidose métabolique sont à trou anionique normal, puisque c'est dû à une perte de bicarbonate dans les urines et pas à une acidification, sauf l'insuffisance rénale aiguë, qui elle est due à une rétention des ions H+, dans le sang parce qu'ils ne sont pas excrétés, et des déchets en particulier et en général, qui fait qu'il y a une accumulation des déchets et des ions H+, et pas de perte de bicarbonate direct. On va revoir un topo sur les acidoses métaboliques d'origine rénale et non rénale, afin que vous puissiez avoir les idées claires là-dessus. Essayez de prendre le temps de regarder ce topo et de bien l'analyser, parce que ça pourra vous aider grandement pour la suite, ça vous évitera de chercher dans votre tête quel est le type de quelle acidose métabolique. Voilà un petit topo sur les acidoses et principalement les acidoses métaboliques. Je vous rappelle qu'une acidose métabolique, elle est définie par un pH inférieur à 7,38 et des bicarbonates inférieurs à 21 mmol par litre pour que ce soit une acidose métabolique. Je vous rappelle que la formule, c'est Na-HCO3- Cl- égale 16, c'est la formule en cas d'équilibre. Comment on en vient à cette formule? En fait, on considère chez les gens normaux que la somme des charges positives et des charges négatives est nulle. Vous avez autant de charges positives que de charges négatives. Pour trouver un calcul simple, on a fait
on a dosé les charges positives et les charges négatives chez 1000 patients, admettons, ou même 10 000 patients, et on s'est rendu compte que dans la majorité des cas, quand on faisait la somme de Na moins HCO3 moins Cl, on retrouvait 16. Ce qui veut dire qu'en gros, dans les charges positives, on peut considérer que le sodium, et dans les charges négatives, on peut considérer que les bicarbonates et le chlore, et que ceux-là sont à peu près à l'équilibre, mais il y en a 16 qu'on a oublié, donc on sait que c'est 16, et on sait que la formule Na moins HCO3 moins Cl moins 3 anionique égale 0. Le 3 anionique, il sert juste donc à compléter la formule pour avoir 0 avec les chiffres les plus simples possibles. Donc en dosage routinier de ville, quand vous faites Na moins HCO3 moins Cl, vous devez toujours trouver 16, sauf en cas de problème. Il y a deux cas. Vous pouvez avoir une acidose métabolique avec un trou anionique augmenté, ici égal à 30. Ceci est dû à une baisse des HCO3- sans augmentation des Cl. Vous comprenez bien que si le Na reste normal, que les HCO3- baissent et que le Cl reste normal, vous allez avoir des charges négatives en moins, donc le trou anionique va augmenter. Ceci est dû par exemple à une accumulation de déchets qui sont chargés à la fois positifs et négativement, comme dans l'acidose cétonique, par exemple du diabète. Les charges positives qui sont accumulées en trop vont être tamponnées par les bicarbonates qui arrivent et qui vont donc disparaître. Vous allez donc avoir une baisse des bicarbonates, mais pour autant, vous n'aurez pas de perte de charge puisque les charges négatives que vous avez perdues dans les bicarbonates sont présentes ici dans les déchets. Donc, vous allez avoir un équilibre qui sera toujours égal à 0, mais avec un trou anionique augmenté. À 30, il y a donc des déchets. Le trou anionique est augmenté, il y a des déchets. Dans le cas d'une acidose à trou anionique normal, ici égal à 16, vous allez avoir une perte directe de bicarbonate alors même qu'il n'y a pas d'autres charges négatives. Pour compenser cette perte de bicarbonate, donc cette perte de charge négative, le rein tente de réabsorber du chlore. Vous allez donc avoir une acidose hyperchlorémique qui est donc une acidose à trou anionique normal. On va le voir avec la formule. Si vous avez une baisse de HCO3- mais une réabsorption du chlore, comme c'est le cas ici, alors vous aurez une formule qui sera globalement la même qu'avant puisque la baisse de l'un a été compensée par l'augmentation de l'autre. C'est le cas donc des acidoses d'origine rénale, tubulaire, dues à une perte directe de bicarbonate et également des acidoses d'origine digestive dues à une perte de bicarbonate dans les diarrhées par exemple. Voici un autre ion Cl qui arrive. Donc, désolé, ici il y a un petit problème de cadrage avec le PowerPoint, mais ici vous avez une acidose métabolique. Vous devez d'abord savoir s'il s'agit d'un trou anionique augmenté ou normal. S'il est augmenté, le trou anionique, alors vous savez qu'il y a des déchets qui se sont accumulés. C'est le cas dans l'acidose diabétique, dans l'insuffisance rénale aiguë, puisqu'il y a une rétention des ions H+, et des déchets rénaux. Les intoxications à l'aspirine, au méthanol ou à l'acétaldéhyde. Et enfin, la dernière, l'acidose lactique, à ne surtout pas oublier, avec une accumulation des lactates. Dans le trou anionique normal, vous savez donc qu'il y a une perte de bicarbonate quelque part, et maintenant il va falloir savoir si cela vient du rein ou d'ailleurs. Vous allez donc faire le trou anionique urinaire. Le trou anionique urinaire, c'est une formule qui n'est pas très compliquée et qui représente en fait le taux de bicarbonate dans les urines, globalement. Si ce taux est positif, ça veut dire que vous avez des bicarbonates dans les urines alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Le taux est positif, la cause est donc rénale. Si dans les urines, vous n'avez pas de trou anionique urinaire augmenté, c'est donc que la cause de la perte des bicarbonates n'est pas rénale mais ailleurs, et probablement qu'elle est due à des diarrhées ou à des pertes cutanées en cas de brûlure grave. Voilà donc, pour une acidose métabolique, il faut absolument que vous fassiez ce schéma dans votre tête. Trou anionique augmenté, une accumulation de déchets, acidose lactique, acidocétose diabétique, insuffisance rénale ou les intoxications. Trou anionique normal, vous avez donc une perte de bicarbonate quelque part, soit dans le rein, soit dans les diarrhées ou dans la peau en cas de brûlé. Vous faites un trou anionique urinaire. S'il est augmenté, ça veut dire qu'il y a des bicarbonates dans les urines, donc c'est une acidose d'origine rénale. S'il est diminué, c'est qu'elle n'est pas d'origine rénale et donc que c'est des diarrhées ou une perte cutanée. Voilà pour les acidoses. On passe maintenant à la question numéro 12. On vous demandait donc quel est comment se comporte le trou anionique urinaire dans le syndrome de Fanconi. Alors généralement dans le syndrome de Fanconi, il y a une perte de bicarbonate et une réabsorption de chlore.
Donc vous avez un taux anionique urinaire qui est positif puisque il y a une perte de bicarbonate dans les urines, comme on vient de le voir avec le topo sur les acidoses. Ici, donc, il avait un intérêt, il permettait de définir l'origine rénale de l'acidose métabolique, et il est probablement positif. On passe maintenant à la question numéro 13. Quelles autres anomalies urinaires sont possibles en cas de syndrome de Fanconi? On l'a vu dans le petit topo sur le syndrome de Fanconi. La glycosurie, bien sûr, le diabète phosphaté par une perte de phosphate, on n'en a pas parlé, mais ça existe. L'hypokaliémie également, puisqu'il y a un défaut de réabsorption du potassium. Dans la question 14, on vous demande, vous voyez le patient un peu plus tard, il fait des chutes à répétition et sa langue a grossi. C'est des signes classiques, c'est très facile d'amylose. Je vous explique pourquoi. En fait, quand il y a une sécrétion de chaîne légère ou un pic monoclonal, vous allez avoir des précipitations entre les protéines qui vont donner des protéines amyloïdes, des grosses protéines qui n'arrivent pas à passer la plupart des vaisseaux. Dans le rein, elles vont s'accumuler au niveau du glomérule et donner une glomérulopathie de type syndrome néphrotique le plus souvent. Dans les nerfs, elles vont aussi s'accumuler et vont donner une dysautonomie, ici à l'origine des chutes. Dans la langue, elles vont également s'accumuler et créer une grosse langue qui est infiltrée de protéines amyloïdes. Ensuite, dans la question 15, on vous demande quels éléments dans les urines auraient pu faire suspecter cette amylose. C'est bien sûr une protéinurie glomérulaire, une protéinurie visible à la bandelette, puisqu'elle signerait un syndrome néphrotique qui orienterait fortement vers une amylose chez ce patient qui normalement n'a plus de protéinurie secondaire à son myélome. Voilà pour ce dossier numéro 1 qui concernait le myélome. Je vous rappelle que le myélome est un des items préférés à l'IECN puisqu'il tape à peu près toutes les matières et notamment la néphro et l'hématologie. Il faut que vous le sachiez sur le bout des doigts, mais vous ne vous faites aucun doute, vous le saurez, tout le monde le saura à la fin. C'est pas des dossiers très discriminants, mais essayez d'en savoir un peu plus comme le syndrome de Fanconi ou sur l'amylose, voir la maladie de Randall si vous en avez l'occasion. Ça vous permettra de gagner quelques points par rapport aux autres.